Bonjour à tous, aujourd'hui pour changer... Le changement! Non, pas ça. Ce que je veux! C'est aborder avec vous une histoire qui divise la communauté ufologique, et je dois bien l'avouer, avant de me pencher sur celle-ci, j'avais des a priori sur ce récit. Depuis la fin des années 40, on recueille de nombreux témoignages accusant le gouvernement américain de détenir certaines informations, voire même des technologies exogènes, technologies notamment obtenues à partir d'objets qui se seraient écrasés sur le sol américain. Tous les fantasmes sur ce sujet se concentrent sur une zone devenue légendaire, la zone 51. J'ai d'ailleurs eu la chance de m'en approcher il y a quelques années, et bien que ce paysage soit un formidable décor pour notre imaginaire, le mystère reste entier sur ce qui se passe dans cette zone militaire. À la fin des années 80, ce territoire perdu dans l'immensité désertique du Nevada est devenu la Mecque de l'ufologie mondiale, et cela en grande partie grâce à notre personnage du jour. En 1989, un physicien travaillant sur ce site militaire déclare être en possession d'informations top secrètes bouleversant notre conception du monde. Il prendra tous les risques, sera licencié, son domicile perquisitionné et sa vie sera mise en danger après nous avoir révélé ces informations cachées. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir une histoire digne d'un film d'espionnage et qui n'a pas fini de nous révéler tous ses secrets. Lanceur d'alerte numéro 1 pour ses partisans, mythomane compulsif pour ses opposants. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Embarquons dès à présent et découvrons ensemble l'histoire de Bob Lazar, le physicien de la zone 51. Comme à notre habitude, observons le CV de notre invité. Bob Lazar, né le 26 janvier 1959 à Coral Gables en Floride, est un personnage étonnant. Le genre de scientifique brillant avec une idée par jour, mais aussi totalement décalé. Adolescent, il affectionne les explosifs ou le bricolage de fusées. Concernant son éducation, nous rencontrons ici une première difficulté, puisque les diplômes de notre physicien sont introuvables, comme volatilisés. L'intéressé affirme être diplômé du California Institute of Technology ainsi que du prestigieux MIT, mais selon lui, les traces de ses études auraient été supprimées. Dans sa vingtaine, il débute sa carrière professionnelle chez EG&G, une entreprise de défense américaine à Los Alamos, où il travaillait notamment sur la physique dans le domaine très éthique du développement d'armes atomiques. Los Alamos, situé au Nouveau-Mexique, fut le théâtre d'essais militaires ainsi que de projets top secrets comme le célèbre projet Manhattan, nom de code pour la recherche donnant naissance notamment à la première bombe atomique. Cette parenthèse à elle seule mériterait une vidéo, donc je ne m'attarderai pas plus sur celle-ci. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Bon, vous aurez compris que son passé est assez trouble. En 1982, son nom apparaît pour la première fois dans un journal, puisque dans le Los Alamos Monitor, il fera le gros titre suivant. Un scientifique de Los Alamos rejoint la Jet Set à 300 km/h. Dans cet article, Lazar affirme avoir travaillé à l'aide d'un chercheur de la NASA pour construire une voiture avec pour simple propulsion, accrochez-vous, le moteur d'un jet modifié. C'est à cette même période que Lazar rencontre un personnage nommé Ed Teller qui lui parle d'un emploi idéal pour son profil. Il passe alors plusieurs entretiens au cours desquels la description d'un futur poste est assez vague, mais lui promettant une mission atypique et plutôt bien payée. Mission qui par ailleurs nécessite de déménager et de travailler avec des amplitudes horaires décalées, parfois la nuit et les jours fériés. Il part s'installer dans le Nevada et entame alors une étrange mission, et c'est le moins qu'on puisse dire. Pour se rendre sur son lieu de travail, Lazar prenait un vol intérieur à partir d'un terminal privé au départ de Las Vegas, avant d'être acheminé par un autobus vers un lieu appelé S4, un sous-ensemble de l'Area 51. Un jour, au début de sa mission, il traverse un hangar et découvre, je pense que vous avez une petite idée, un avion, un bateau, une rave party. Eh bien non, en fait, juste une soucoupe volante avec détail important, un petit drapeau américain imprimé dessus. Lazar, halluciné par ce qu'il voit, touche machinalement l'objet, peut-être pour se convaincre qu'il n'est pas en train de rêver, avant de se faire immédiatement réprimander. Peu après, il est présenté à son futur partenaire nommé Barry et découvre son nouveau laboratoire où il devra analyser les pièces venant de la soucoupe aperçue auparavant. Ainsi, il découvre la véritable nature de sa mission, qui sera de tenter de comprendre puis de reproduire les technologies de ces appareils. Pendant leur mission, Lazar et son collègue ont tenté de comprendre le fonctionnement d'un réacteur antigravitationnel. Dans une de mes vidéos sur le phénomène de lévitation, je vous parlais du Dr Pagès, chercheur dans ce domaine. Et sur l'antigravitation dont il cherche la clé dans son laboratoire de Perpignan depuis plus de 30 ans.
D'après Lazar, l'effet antigravitationnel produit à grande échelle par ce réacteur permettrait de créer une distorsion du continuum espace-temps, distorsion qui permettrait de raccourcir les distances et le temps de voyage pour une destination voulue, plutôt pratique dans le cadre du voyage interstellaire. D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Lazar dira que ce réacteur violait toutes les lois de la thermodynamique, car pendant les tests, sa température n'a jamais dépassé la température ambiante. Ce qui est ici un argument en faveur de ses détracteurs, pour qui toute production d'énergie est inévitablement émettrice de chaleur. D'après Lazar, sur ce fameux site, il y aurait eu 9 vaisseaux, mais lui et son collègue Barry ne travailleront que sur la partie motorisation d'un seul de ceux-ci. Il tombe à jour sur des documents mentionnant l'origine d'un appareil provenant d'une zone appelée Zeta Reticuli. Zeta Reticuli est une étoile binaire située à une distance de 39 années-lumière de notre chère Terre, dans la constellation australe du Réticule, appellation, je vous l'accorde, un peu ridicule. Dans les hangars du S4, les activités des physiciens étaient cloisonnées et chaque fait et geste encadré par des agents de sécurité. Mais un jour, pour ses recherches, on aurait autorisé Lazar à rentrer dans le vaisseau. Il décrira l'engin comme usiné d'une seule pièce, sans aucun câble, avec un poste de pilotage central pour des êtres mesurant au maximum 1 mètre. L'appareil, quant à lui, mesurait 15 mètres de diamètre. Pendant l'été 89, au cours d'un dîner entre amis et alors que ses invités se montrent curieux à l'égard de son activité bien mystérieuse, Lazar décide d'emmener sa femme et ses convives près de Groom Lake afin d'assister à ce curieux bal nocturne. Tous les témoins sont unanimes sur l'étrangeté du phénomène, dont les trajectoires et les manœuvres radicales à angle droit ne ressemblaient à aucun aéronef connu. Lazar, soupçonné par la sécurité de venir observer ces tests de vol ultra secrets, est démis de ses fonctions en novembre 1989. À la suite de cet épisode, Lazar va accorder une interview à George Knapp, un journaliste de la télévision locale de Las Vegas. Sous le pseudonyme de Dennis et en dissimulant son identité, il révèle alors travailler avec d'autres scientifiques sur les propulsions d'un nouveau genre d'appareil militaire ressemblant étrangement à des soucoupes volantes. Séduit par son histoire, George Knapp va insister pour diffuser cette interview. À la suite de ces révélations qui vont faire grand bruit, Lazar va être tourné en ridicule par une partie de l'opinion, mais par la même occasion deviendra le porte-étendard, malgré lui, des plus fervents théoriciens du complot. Certains individus iront même jusqu'à camper sur sa pelouse. Lazar va vivre un enfer et subir des pressions. On raconte qu'un jour, alors qu'il était traqué par un véhicule, on aurait tiré sur ses pneus. En 2003, le domicile de Lazar est perquisitionné par un bataillon de fédéraux, ainsi que le SWAT, au sujet de la vente de feux d'artifice illégaux. En 2006, la presse accuse Lazar de vendre du poison, car selon toute vraisemblance, il aurait vendu des petites quantités de polonium. Vous savez, c'est cette substance radioactive utilisée dans certains assassinats, notamment celui de Alexander Litvinenko. Bon, je vous avais prévenu, cette histoire dépasse le meilleur scénario de film d'espionnage. Mais attendez, c'est pas fini. En 2016, nouvelle perquisition, mais cette fois-ci dans son entreprise United Nuclear Scientific. Pour les autorités, le mobile de la perquisition était le lien entre la mort par empoisonnement d'une jeune femme au sulfate de thallium et la responsabilité présumée de Lazar, car la substance était notamment en vente par sa société. D'après Lazar, si les fédéraux ont débarqué à plusieurs reprises, c'était à la recherche du fameux élément 115. Bon, vous vous dites que toute cette histoire peut être balayée d'un revers de main au vu de l'inexistence de preuves attestant de son prétendu parcours universitaire ou de sa présence dans les entreprises, mais écoutez ça. Jérémy Corbel, un enquêteur indépendant en infiltrant le net, réussit à trouver un groupe Facebook parlant du passé de Lazar. Il contacte alors l'internaute, un certain Dr Robert Krengel, physicien et contractant externe à Los Alamos, qui affirme bien se souvenir du lanceur d'alerte. Il ne sait pas quelles étaient les fonctions de Lazar chez EG&G, mais il se souvient très bien de lui lors de briefings de rappel exigeant la discrétion quant au caractère confidentiel lié aux activités exercées par les collaborateurs. Je vous rappelle que chez EG&G, on ne fabrique pas des antibiotiques, mais plutôt des bombes atomiques. Krengel n'est pas étonné que personne ne se soit levé pour donner du crédit au dire de Lazar. Il dira: c'est la mentalité qui prévaut dans ce genre de milieu. Il a brisé la loi du silence et ses ex-collègues le considèrent comme un traître. Pour faire fonctionner le réacteur antigravitationnel, Lazar affirme dès 1989 que la ressource nécessaire était l'élément atomique 115, également appelé unimpuntium. Selon lui, cet élément chimique est une source d'énergie qui permettrait l'antigravité lorsque, via un cyclotron, il est bombardé de protons et produit de l'énergie par antimatière.
Pourtant, cet élément ne sera inscrit sur les tables périodiques qu'en 2015, après avoir été synthétisé pour la première fois en 2003 en Russie. Il sera alors appelé moscovium. Dans les révélations initiales de Lazar figurait celle d'un scanner à main utilisé pour valider le passage des portiques sur son lieu de travail près de la zone 51. Ce scanner fonctionnerait en mesurant vos os. Lors de sa sortie, cette révélation eut le mérite de bien faire rire. Mais récemment, un article est sorti et valide l'existence de ce type de scanner et son utilisation par l'armée américaine. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais sachez également que Lazar est passé 4 fois au détecteur de mensonges et les résultats se sont toujours avérés négatifs. Et sa gestuelle a également été analysée et elle aussi tendrait à montrer que notre physicien dirait la vérité. Je rajouterai enfin l'aspect émotionnel, car parmi les proches de Lazar, personne ne semble penser que toute son histoire puisse être inventée de toutes pièces. Alors, je sais, ce n'est pas forcément un argument de poids, mais quand même c'est énorme. Sa propre mère étant effrayée que le certificat de naissance de son fils ait disparu. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si l'histoire de Bob Lazar vous a convaincu. Pour ma part, celle-ci bouscule des concepts tellement ancrés dans notre inconscient que vraiment je ne pourrais pas dire si je crois son histoire ou bien tout simplement circuler, il n'y a rien à voir. Agent opérant pour la désinformation manipulé par des instances secrètes, mythomane à un seuil dépassant l'entendement, ou tout simplement un physicien qui en savait trop, la vérité se situe probablement parmi ces 3 hypothèses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait super plaisir. Alors je vous dis dès à présent à la semaine prochaine et en attendant, gardez l'esprit ouvert car la vérité est alternative.